Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là, ravi de vous voir, chers panélistes. On a une scène très pleine ce soir et on en est très heureux pour parler un sujet qui fait plaisir, pour parler de la Cannes 25 et de la Coupe du Monde 2030. Comment façonner le développement et favoriser l'intégration économique. C'est un beau titre, c'est un titre qui fait envie. J'ai envie de commencer par une question toute simple. Est-ce qu'organiser une CAN ou organiser une Coupe du Monde, c'est du développement ou est-ce que c'est juste du football? Moi, j'aime beaucoup le foot à titre personnel, mais entre passion et politique industrielle, entre ambiance et investissement, parfois on s'y perd un petit peu. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour 1 heure. On va essayer de démêler l'émotionnel du rationnel, parce qu'un grand événement, c'est du foot, c'est de la fête, mais c'est aussi des stades qu'il faut construire, qu'il faut entretenir, qu'il faut remplir. C'est des routes, c'est des rails, c'est des hôtels, c'est de l'énergie, c'est beaucoup d'énergie. Et puis ça peut aussi être des éléphants blancs. Et voilà. Et puis il y a aussi un petit détail, c'est que le monde change, l'énergie va devenir plus rare, elle va devenir plus chère, il va falloir apprendre à faire avec moins. Ça veut probablement dire que le tourisme global va décroître un jour ou l'autre et que le changement climatique ne fera pas de cadeau ou fera de cadeau à personne et n'en fera pas à l'Afrique du Nord non plus. Alors la vraie question devient, est-ce que ces événements sont un tremplin ou est-ce qu'ils sont une distraction? Est-ce qu'ils sont un accélérateur de développement ou un détournement d'efforts? Voilà, c'est ce qu'on va creuser ensemble avec humour et sans illusion. Et j'aimerais rapidement vous présenter les panélistes qui vont participer avec nous ce soir. Hop. Alors, à ma gauche, Jordi Jucla, vous êtes un avocat et homme politique espagnol. Vous avez notamment été député au Cortés, le Parlement espagnol, pendant 15 ans. Willem Biakop, très heureux de vous avoir. Vous êtes le fondateur et le président exécutif de l'Institut africain du sport et de la création, l'ASCI, qui œuvre à améliorer l'écosystème du sport en Afrique. Vous avez également été responsable du développement commercial de la NBA en Afrique pendant une dizaine d'années. À votre gauche, Mouad Haji, très heureux de vous avoir aussi. Vous êtes le coordinateur général de la FRMF, la Fédération royale marocaine de football. Vous avez également eu des responsabilités au niveau africain, comme secrétaire général de la Confédération africaine de football. Monsieur Saïd Ibrahim El Massali, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères des Comores, vous êtes un homme politique comorien, vous avez été député, garde des Sceaux et donc ministre des Affaires étrangères. Très heureux de vous avoir là. Patrice Ribaton, vous êtes spécialiste en géopolitique sportive, en marketing territorial du sport. Je rappelle que vous êtes également enseignant en management du sport. Alexandre Kateb, à votre gauche, vous êtes économiste, vous êtes consultant international. Je rappelle que vous êtes aussi écrivain et que vous avez eu un parcours qui vous a amené par la Banque de France et par Exane BNP Paribas. Abdou Soulaye Diop, un autre visage connu peut-être, vous êtes partenaire chez Mazars depuis une 30aine d'années. Vous accompagnez au Maroc et en Afrique les entreprises marocaines et internationales dans leur stratégie de développement. Last but not least, Djibril Fall, vous êtes cofondateur et directeur de GK Partners, vous êtes enseignant à la London School of Economics et à ce titre, ou du moins dans votre profession chez GK, vous conseillez des gouvernements, des organisations et les organisations internationales sur les financements innovants et les politiques africaines. Alors voilà, pour ce premier tour de table, j'aimerais commencer par un petit... on va faire ça très rapidement et très simplement. On va commencer par un petit sondage. J'ai ramené... Alors j'ai ramené, pour ceux qui me connaissent, 4 photos que je vais vous montrer. Et j'aimerais faire un petit tour de table en vous donnant une quinzaine de secondes par personne. Alors je vais vous décrire les photos parce qu'on ne va pas bien les voir. Et j'aimerais vous demander
si on pense à la CAN et si on pense à la Coupe du Monde 2030, qu'est-ce que vous en attendez? Et j'ai donné 4 options. La première option, c'est une fête. La deuxième option, c'est des infrastructures modernes et des retombées économiques. Le troisième choix, c'est une augmentation de la qualité de vie. Et le quatrième, c'est l'intégration économique, ou une intégration régionale, pardon. Est-ce que je peux vous demander, Jordi, peut-être de commencer et qu'on fasse un très rapide tour du panel pour avoir votre sentiment. Je les laisse là. Et je donne la parole. Just to answer. Just to answer. Number 3, increasing the quality of life and the standards of life. Mhm. I think I can go for none of those. Sorry. I think they're all very valid choice. But to truly grasp the impact of sports, it has to speak to those 4 and 4 others. Can you give us the 4 others? Maybe I'll give it after because you got 8 other people coming. Sure. Okay. But Let's do it that way. One of them could be climate, or the other one could be sports diplomacy, investment, and so on and so forth. But I'll Okay. stop here. Okay. En premier, bien sûr, un moteur de développement, d'accélérateur, de stratégie, ce qui est le cas pour le Maroc, on aura l'occasion d'en parler, en passant bien sûr par la fête. En tout cas, on l'espère pour la CAN 2025, c'est un des objectifs aussi. La fête et le développement. Le développement, je dirais, absolument. Ok. Merci. Est-ce que je peux vous demander aussi le point de vue comorien, en tant que participant, en tant qu'ancien dirigeant politique, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un événement comme la CAN ou comme la Coupe du Monde? D'abord, pour moi, aujourd'hui, le sport n'est pas seulement un divertissement, c'est plus qu'un divertissement. Il est devenu un véritable levier de développement de la diplomatie et de l'intégration régionale, notamment pour nous, Africains. Je m'arrêterai là en rappelant que le sport est un vecteur extraordinaire d'intégration. Nous avons une population d'1,450 milliard, 1,5 milliard. Les moins de 25 ans en Afrique représentent à peu près 65%, soit un peu moins d'1 milliard. Donc le sport est un vecteur extraordinaire d'intégration et ce n'est plus un divertissement tel qu'il était vu il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, c'est autre chose et c'est un facteur fondamental. Et je voudrais rendre hommage naturellement à Sa Majesté Mohamed VI pour sa politique volontariste dans le sens de faire émerger au-delà du Maroc, mais l'Afrique tout entière dans cette vision partagée par nous, Africains. Alors, je suis d'accord avec vous, mais vous avez pas répondu à ma question. Moi, je vous demandais, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un événement comme la CAN ou la Coupe du Monde? La fête, développement économique, augmentation de la qualité de vie ou l'intégration? Je dirais le tout. Le tout? En même Ok. temps, naturellement. C'est là, quand j'ai parlé d'intégration, c'est un ensemble, c'est un package de tous les éléments dont vous venez de parler. Ok. Patrice? Patrice? Oui, votre question, elle est parcellaire alors qu'il me semble que c'est un tout. Alors s'il faut effectivement retenir une chose, je dirais le développement économique, parce que le développement économique permet tout le reste que vous avez proposé, il nourrit les hommes. Et si les hommes sont nourris, ils s'accomplissent et ils vont effectivement construire les 3 autres solutions. Merci. Alexandre? Oui, je crois qu'il y a un consensus là-dessus un peu. C'est d'abord la fête, un grand moment qui restera dans la mémoire collective, dans la mémoire nationale du Maroc, mais aussi dans la mémoire mondiale, je dirais. Et c'est aussi peut-être justement un catalyseur. Je parlerai plus de catalyseur que d'accélérateur, même si l'effet finalement peut être le même. Mais ça peut être un catalyseur de développement dans le sens où ça peut créer cet effet un petit peu ce choc de confiance
Oh, pas de politicien, mais de consultant. Le politicien a déjà pris sa part. Donc, c'était pas destiné à toi. C'est vous qui le dites. Donc, ça doit être d'abord une grande fête, la fête du football africain, la fête de la jeunesse africaine. En étant une fête, ça va permettre justement de renforcer l'intégration régionale, donc ta deuxième image, qui va permettre aussi d'avoir plus de développement économique et donc forcément de distribuer plus de revenus. Donc tous les quatre. Djibril? Les quatre, et je suis d'accord avec Will qu'il n'y a pas que les quatre. If it was 3 decades ago, I would say infrastructure. Uh-huh. But given the advanced state of infrastructure in Morocco, AFCON 2025 in Morocco is a festival of peace and integration. So what is your answer? Ah, festival, ok. Ok, donc la fête. Est-ce que je peux peut-être... J'aimerais bien vous poser la question à vous dans le public, peut-être juste par un lever de main, puisque finalement ça nous concerne tous et ce genre d'événements, on les fait pour nous. Est-ce que par un lever de main sur la fête? Pas du tout? Si, quand même, une main qui en attend de faire la fête. Ok. Développement économique? Ok. Ouais. Ok. Augmentation de la qualité de vie? C'est peut-être ce qui a le plus de... Ok. Peut-être le plus de popularité. Et peut-être sur le dernier, est-ce qu'on a vraiment une attente d'intégration régionale? Ok. Aussi. Ok. Alors à peu près autant d'assentiments que sur l'augmentation de la qualité de vie. Mais je prends note que dans le public, c'est plus tranché et on est beaucoup plus sur l'augmentation de la qualité de vie et l'intégration régionale que peut-être dans le panel. Alors, sans plus attendre, j'aimerais qu'on commence la discussion. Patrice, vous avez sauvé votre petit panneau. Je suis prêt. Vous êtes prêts? Le football, c'est du développement ou c'est du divertissement? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Le football, c'est un divertissement qui sert au développement. Je dirais que le football est un cheval de Troie, si vous voulez. Et dans ce cheval de Troie, qui est très attrayant, eh bien, il y a du divertissement économique, diplomatique, politique. Je vais vous donner juste un chiffre. L'ONU reconnaît à peu près, ça dépend des matins, ça dépend ce que les diplomates de l'ONU ont mangé au petit déjeuner, 195 pays. D'accord? La FIFA en reconnaît 211 territoires indépendants pour le football. Alors, si vous me dites que le football n'est qu'un divertissement, permettez-moi effectivement d'être un peu perplexe vis-à-vis de votre réponse. Voilà. Ok. Moi, vous êtes le représentant de la Fédération marocaine de football. Pourquoi est-ce qu'on organise encore ces grands événements? Est-ce que c'est pour la fierté? Est-ce que c'est pour le prestige? Est-ce que c'est pour le soft power? Est-ce que vous pouvez nous donner votre perception? Déjà, permettez-moi de vous dire comment arriver à organiser de tels événements. C'est que derrière, il y a tout un travail aujourd'hui qui a permis d'avoir la confiance de ces institutions footballistiques au niveau international et mondial, et que ce n'est pas le fruit, on ne se réveille pas d'un jour à l'autre et on décide d'être candidat à une Coupe d'Afrique et surtout une Coupe du Monde. Donc derrière, il y a tout un travail qui a été initié depuis longtemps et sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu assiste, qui a toujours donné les moyens de ses ambitions. Donc le Maroc, il faut le rappeler, a échoué 5 fois avant d'atterrir sur une confirmation pour l'organisation d'une Coupe du Monde. Et à chaque fois, on n'a pas baissé les bras, on a appris, on s'est amélioré et on a pu convaincre les instances internationales de pouvoir être capable d'organiser un tel événement.
Donc c'est toute une stratégie qui a été mise en place depuis des années, qui a inclus un certain nombre d'éléments infrastructurels, de gouvernance. Tout à l'heure, j'entendais parler de diplomatie sportive aussi, c'est très très important. Juste pour rappeler que le président Fauzi a intégré l'instance africaine en 2017. Par la suite, intégré l'instance de la FIFA. Donc, c'est des éléments qui permettent également de pouvoir être présent sur la scène internationale. En termes d'infrastructure, il y a eu tout un plan infrastructurel qui a concerné tout d'abord le football de masse, puisqu'on a équipé des centaines de terrains qui étaient avant en terre battue, qui ont été équipés pour le football amateur et le football de base, qui nous a permis d'alimenter le sommet de la pyramide et d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Donc il y a eu de la gouvernance, il y a eu une vision, il y a eu des moyens qui ont été mis en place, il y a une stratégie et qui a donné aujourd'hui ses fruits. On aurait pu penser que l'arrivée à une demi-finale de Coupe du Monde était le fruit d'un hasard, mais on s'aperçoit très rapidement, je ne suis pas de ceux qui avaient pensé ça, mais on s'aperçoit avec tous les résultats, et encore hier, les filles en futsal, un chemin exceptionnel qui arrive en quart de finale de Coupe du Monde de futsal, les U20 qui remportent une Coupe du Monde, les U17 qui arrivent en quart de finale, et un certain nombre, et ce n'est pas la première fois que les U17 arrivent en quart de finale de Coupe du Monde. Donc tout ça traduit bien sûr une vision du travail et qui a fait qu'aujourd'hui on est sur quelque chose qui est de plus en plus, je dirais, habituel, puisque même l'octroi de l'organisation de la Coupe du Monde, je dirais, la qualification pour la Coupe du Monde plutôt pour l'équipe nationale n'a pas été fêtée comme ça a été le cas auparavant. Donc aujourd'hui... Une normalisation, c'est ça que vous dites aussi, et on s'habitue à être... Absolument, absolument, et de telle manière, mais tout ça pour vous dire que derrière, il y a eu du travail qui a été abattu, il y a une vision, il y a eu du sérieux, qui inclut tous. Plutôt que tout ce que vous avez cité, tous les efforts, les investissements dans les infrastructures, dans le développement du sport, y compris au niveau de tout à chacun, dans l'éducation, c'est des choses qui ont un mérite en soi et qui pour moi, ne sont pas forcément liées à une finalité qui serait des succès sportifs ou l'organisation d'un... Pourquoi est-ce que tout est arc-bouté vers l'organisation du méga événement? Ce n'est pas arc-bouté à l'organisation d'un événement, je le disais au début. Cet événement, Coupe du Monde, bien sûr, on l'a voulu et on l'a toujours identifié comme étant une étape d'incubation, d'accélération, de réforme. Parce que le Maroc n'a pas attendu l'organisation d'une Coupe du Monde pour pouvoir mettre en place les stratégies. Sauf que cette Coupe du Monde, comme c'est le cas, on l'a vu pour l'Espagne, comme c'était le cas pour d'autres pays, c'est un véritable accélérateur de réformes qui ont été mises en place. Je ne donnerai que pour l'exemple de la ligne grande vitesse, la LGV, qui devait aboutir à Marrakech à l'horizon 2035-2040, qui aujourd'hui, du fait d'une Coupe du Monde, sera opérationnel en 2029. Donc tout ça, ces événements sont vus comme aujourd'hui, non pas l'aboutissement, mais faisant partie d'une stratégie d'accélération de réformes et je dirais, de visibilité au niveau international aussi, de telle manière, parce qu'autour du football, il y a toute une industrie qui se crée. Aujourd'hui, on a vu qu'à travers, le Maroc n'a pas pu avoir que l'organisation du Coupe du Monde. On a vu que tout dernièrement, on abrite depuis quelques mois le bureau continental africain qui gère toute l'Afrique et qui était basé à Paris. On a pris l'opportunité de pouvoir le ramener ici. Donc tout ça fait partie d'une stratégie qui n'est pas un aboutissement, mais qui est sur un chemin
d'accélération de tout ce qu'on veut en marche. On va parler peut-être tout à l'heure des infrastructures. L'un des exemples aussi, c'est le nouveau terminal au niveau terminal aéroport au niveau de Casablanca, parce que celui actuel est en train de saturer, celui de Marrakech aussi. Et donc ces événements vont faire en sorte de développer, d'accélérer la mise en place de ces infrastructures qui auront des retombées au-delà de la Coupe du Monde. Et donc, ce n'est pas une finalité. C'est un accélérateur de choses qu'on a déjà prévues et c'est un catalyseur d'énergie, la manière dont je vous entends. Ça mobilise les gens derrière un objectif commun. Et je voudrais tout à l'heure parler de mobilisation et de portage de l'événement, qui est quelque chose qui est très important, et aussi une structure qu'on vient de mettre en place, la Fondation Maroc 2030. Ok. Jordi, est-ce qu'on peut avoir une perspective espagnole? Est-ce que vous avez une longue expérience en politique? Est-ce que du côté espagnol, on voit ça aussi comme un moyen de catalyser des énergies sur un projet de modernisation des infrastructures? Est-ce que c'est pareil un outil de soft power ou est-ce que c'est par passion du football que l'Espagne partage avec beaucoup d'autres? Yes, in my first answer, I was very, very short because I understood I was to take between one and the other. And my answer is related, I answered your question. My answer was quality of life and a standard of quality of life. And this is because maybe I remain as the vision as a politician, as a former member of parliament and involved in some political life. At the end of the day, this includes the rest. And I think that the key word in Spain is legacy. What happened after the end of the competition? If remains some legacy, and if under the scrutiny of the civil society, the population, the international community, is some kind of positive impact in the quality of life and in the country for the future. I remember I was a student, as part of the audience. I was in the university at the time of the Olympic Games in Barcelona. And I think that 1992 marks a difference in the evolution of the Spanish society. It was a well-organized event. In fact, until 2000, the grade of control and scrutiny over the sports event was quite discreet. But now the organization of Euro events in Morocco and in 2030 will be under the vision of what happened in the day after. And more or less everybody in our world remember that Brazil did a good Olympic Games, but the day after they don't have the capacity to use these infrastructures. We keep in mind that Qatar did a very good Cup, but something about human rights and the rights of the workers. So nowadays, the event is not only the days, it's what is the impact on the day after and about the evaluation from the society. Because this is a global event. This is now a global event, and this is absolutely a matter of public diplomacy. Sport diplomacy is public diplomacy in times that I am for classical diplomacy, but the impact of one country in TikTok could be much more efficient than 10 diplomats around the world explaining the event. So we need to manage all of these elements. And for this reason, I mentioned quality of life for the citizens and voters in the future, but as well, obviously, has a party, has infrastructure opportunity, has a global and regional integration. Talking about integration, I am going to finish. It's a pleasure always to be in Tanger and to see from Tanger, Europe, Spain, at 40.5 kilometers far from Tanger. And this is a very symbolic idea that we need more integration. We are more than neighbors. We are in a common region, and this sportive event is a big opportunity to integrate the two societies. Thank you. I don't want to move over yet. I think what I didn't hear was, you said 92 was a big
catalyst in the development of Catalonia, right? And you said there was a before and there was an after. This idea of the legacy is not new, right? It's at least 30 years old, if I believe you. I think Munich was probably something similar in terms of leaving a lasting legacy. What's motivating Spain today? Is it this idea of integrating into its broader environment? Is it just sporting legacy? Is it passion for soccer today? Today, I think that it's much more geopolitical. In 1992 was just the horizon to overcome some legacies from the past and to show in front of international community the new normal. It means the new modernity of Spain after the former regime and after some years of reform. And we organized at the same year, at the same month, the Universal Exhibition in Seville and the Olympic Games in Barcelona. This was the mood of these times, more than 3 decades ago. Nowadays, this is much more for regional integration. Just today, in Barcelona, is the Ministerial Summit of the Union for the Mediterranean. This is the European Union and the Mediterranean policy for the integration of the two sides of the Mediterranean. And frankly speaking, the result and the evaluation of this regional integration is very discreet. I want to be diplomat and not to say very poor, for several reasons. But at least we can increase the regional integration through the societies and through the diplomatic and the sports diplomacy. Sorry. Mm-hmm. Thank you. Maybe Will, can we continue with you? You worked, among others, for the NBA, a big machinery. What is a big organization and a big machinery? Is there a measurable economic impact of organizing such big events in Africa, as you were working on bringing the NBA to Africa? Sort of, how would you quantify that? Yeah, thank you for the question. I think it's exciting. I mean, it's nothing bigger, maybe apart from the Olympics, there's probably nothing bigger than the World Cup, Football World Cup, that is. From the National Basketball Association perspective, I think people were super excited by opening an office in Africa because obviously we had a lot of African players in the NBA, from the great Dikembe Mutombo, Serge Ibaka, and so on and so forth. So there was a natural an organic need to make the move to Africa. Why Africa? Just because it makes business sense. You know, remember, we are a corporations and we are here to survive or to make money, you put it differently. So the NBA, $14 billion business, they understand that Africa is a big deal. Why is it a big deal? We have, first of all, a 1.5 billion people population, right? So 1.5 billion people market, on average age 19 years old. They love the game, they love sports, and they're going to consume sports. So when you bring right holders like the NBA onto the continent of Africa, what you want to do is make sure that your brand is consumed by most of the people. And the way you consume or you practice sports, there's multiple ways. Number one is obviously you play the game. Number two, you make sure that your game is accessible. This speaks to media distribution. You do organize grassroots events, making sure that your partners have a vehicle to associate their brand with your programs. And obviously, you can organize mega events. So what we decided to do is to first organize NBA games in Africa, what we call the NBA Africa Game, back in 2016, where we did a kind of mini all-star game where we brought the best player of the NBA, non-African, versus the best player of the NBA, African or from African descent. So that was NBA Africa Game. We did it. It was very successful. And around the game, we did a lot of things, including a business summit, because again, you want to use an attractive platform to create partnership and to create business opportunities. Mm-hmm. And fast forward, we then launched the BAL, Basketball Africa League. The story behind the BAL
Africa has a lot of talent, and we're tired of seeing our people crossing desert borders, ocean to try to go and make it in Europe or in the US. So we're tired of this kind of migration. We think that we could build opportunities back on the continent. And we're talking about authentic opportunities. So a kid from Horibga, a kid from Yusufia, a kid from Yaoundé, Lagos, and so on and so forth should be dreaming of playing basketball on his own continent next to his mother and sisters and shine and make it big in Africa. And that was the reason why we created the Basketball Africa League, a multi-million-dollar investment. I think today we have 12 teams. It's opening up. I think they're opening for franchise investment. And, you know, hopefully in the near future we can say that beside the NBA and the EuroLeague, we have the Basketball Africa League where we find the best in the game, the best talent in the world in Africa. And you saw it, although you were a corporate, or you worked for a corporation, the NBA in that case, you saw it really trickling down to civil society. Yeah, I mean, you have no choice. You know, everybody's talking about elite. If you don't start with grassroots, there's nothing, right? You can still dream about elite, da-da-da, but talent comes from here. It starts at the bottom. From the grassroots. Grassroots means sports at school, and it means people playing in the neighborhood. If it's football, they play in the street, they play in the ballpark, in the playground. Once they're ready, they go to the next level, elite, and obviously the best of the best go to play in Spain, and so on and so forth, or the NBA. So the base of everything, again, it's grassroots. Because at the end of the day, even beyond sports, if we look at it from a business perspective, people make a lot of mistakes in the perception of how we make money in sports. You make money in sports by two things: the practice and the consumption of sports by the household. Household is people, your mom, your dad, your uncle, your kids. So it's people consuming every week TV membership, right? They have to buy clothes to go and do sports, right? Mm-hmm. So they need to consume food and drinks when they go to the club. This is the consumption that generates consistent revenue. That's where the money is. So it's all starts with the grassroots. Mm-hmm. Thank you. Saeed, how do you see this from the perspective of the Comoros? And in your perception, what role does sports diplomacy play in the Comoros? Is this something that you guys actively look at? Is this something that you want to look at, something one sees down the road, something you feel comfortable looking at even if it happens elsewhere? How do you see this? Oui, alors, mon pays est un tout petit pays, un archipel de l'océan Indien. Grâce aux investissements et la mobilisation des ressources humaines, nous avons pu hisser l'équipe nationale de foot, par exemple, à un niveau assez important avec les Sélacantes, qui aujourd'hui, quand même, malgré les ressources très limitées, malgré le fait que c'est un petit pays, on a réussi à propulser, et le Sélacante joue aujourd'hui, d'ailleurs, à l'ouverture de la CAN, je crois que le Maroc va jouer le premier match avec les Comores, me semble-t-il. Alors, on me demande au passage de quel côté je serai. Je dirais, je serai des deux côtés. Et le gagnant, j'y serai avec. Alors, réponse politique. Je vois le sport comme un facteur d'intégration régionale, en réalité. Mm-hmm. Il y a la compétition, mais il ne s'agit pas uniquement de la compétition. Il y a, pour moi, surtout ce que cela peut engendrer. Et je prends l'exemple du Maroc, parce que grâce à la vision éclairée de Sa Majesté Mohamed VI, le Maroc aujourd'hui s'impose comme un acteur majeur de cette nouvelle dynamique. La CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, organisée en Espagne et le Portugal, illustrent, à mon avis, illustrent parfaitement cette ambition de moderniser les infrastructures, assimiler et stimuler l'investissement, créer des opportunités économiques qui sont forcément liées
à l'activité sportive et renforcer le rôle de hub africain. Et là, très honnêtement, je pense que le Maroc s'est imposé comme leadership parce que pour la première fois, il y a eu la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais aujourd'hui, c'est cette Coupe du Monde organisée à la fois au Maroc, l'Espagne, le Portugal. C'est ce qui donne une vision nouvelle et une intégration et une vision d'intégration de cette politique. Donc au-delà de ces compétitions, en réalité, ces événements consacrent une Afrique confiante, pour moi en tant que politique africain, ouverte sur le monde, capable d'accueillir les plus grands projets et de transformer le sport en marche durable et progrès de cohésion. Pour moi, le Maroc assume pleinement cette responsabilité et cette vision au service de tout le continent. Et moi, en tant que politique, on a besoin aussi de leadership. Et le leadership du Maroc illustre parfaitement cette capacité à mobiliser pour permettre une intégration africaine et permettre une meilleure coopération avec le reste du monde dans ce domaine qui est un vecteur fondamental pour la création de richesses. Et il ne faut pas voir uniquement le sport comme un divertissement, comme je le disais au début, mais c'est un moyen pour catalyser. Entre cette nouvelle vision et cette importance dans laquelle l'Afrique tout entière devrait s'en inspirer. C'est ma vision, c'est ce que je pense pour le sport. Donc c'est bien, j'aime bien que vous souligniez ce point à nouveau, et ça va bien au-delà du sport. Je trouve aussi très, très, très juste que vous voyez le Maroc comme une locomotive. Absolument. Et quel rôle, en fait, ce qui m'intéresse, c'est quel rôle vous voyez, vous dites que chacun devrait s'en inspirer. Est-ce que les Comores s'en inspirent? Comment est-ce que vous voyez ça comme petit pays, et quel rôle joue la diplomatie sportive dans un petit pays? Alors, naturellement, on n'a pas les mêmes ambitions parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Les Comores, à l'échelle sous-régionale, nous organisons des Jeux de l'océan Indien dans 2 ans. Cela permet aussi une intégration sous-régionale et avec l'accompagnement de beaucoup de partenaires, notamment le Maroc, dans cette ambition. Qui sont dans un format Jeux Olympiques? C'est plusieurs disciplines? Oui, mais des pays de l'océan Indien, des îles de l'océan Indien. Donc c'est au niveau sous-régional. Il y a 5 pays et la France, puisqu'elle est présente à La Réunion, Madagascar, Seychelles, Maurice, et avec les Comores. Maintenant, cette dynamique doit être partagée entre les pays de l'Afrique pour cette intégration. Très honnêtement, je pense que le Maroc a pris une longueur d'avance parce que le Maroc n'a fait que moderniser ses infrastructures en les améliorant et en investissant davantage. Mais déjà, à la base, il y a des infrastructures au Maroc. Et je crois que c'est un modèle pour nous, l'Europe, pour l'Afrique. L'Europe est encore loin. Mais pour nous, le Maroc reste un modèle extraordinaire qu'on devrait s'en inspirer. Et puis, le Maroc a toujours été très généreux parce qu'il partage son expertise avec beaucoup de pays africains. Moi, j'ai vu mon grand pays voisin, qui est la Tanzanie, le coach de l'équipe nationale est marocain. Je vois des infrastructures qui sont réalisées dans certains pays africains où le Maroc s'est impliqué. Donc, je pense que le Maroc est un pays généreux aussi et il peut apporter l'expertise pour nos pays africains. En tout cas, ça l'est dans beaucoup de pays. C'est bien compris. J'aimerais lentement me rapprocher vers l'autre côté de notre panel, parce qu'on a un grand panel. Moi, il y a de ce dont on a parlé, on a souligné les bénéfices du sport sous toutes ses facettes, du côté sportif, du côté intégration, du côté catalyseur d'énergie. Moi, il y a une question qui me sort pas de la tête. Si tous ces avantages sont démontrés et existent comme ça a été un peu présenté, pourquoi est-ce que l'organisation de la Coupe du Monde 2030 n'a eu qu'un seul candidat? Et j'aimerais confronter un petit peu le point de vue de l'économiste Alexandre
et le point de vue du spécialiste du sport, Patrice. Mais pour avoir un peu les deux sentiments. Peut-être, Patrice, on peut commencer avec vous et après Alexandre. Oui, moi je pense que les votes à la FIFA sont extrêmement libres, mais extrêmement réfléchis politiquement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays. Vous savez, il y a quelques années, les grands GESI, les grands événements sportifs internationaux, c'était le G20. Et grosso modo, c'était les pays du Nord. Les pays du Nord se cherchent quand même un avenir. Et l'avenir, on a bien compris qu'il n'est pas trop à l'Est et pas trop à l'Ouest en ce moment pour les pays du Nord. J'entends la Chine, j'entends les États-Unis, on ne sait pas trop où on en est dans leur rapport depuis l'élection de M. Trump. Et donc, je pense que le Maroc est on dirait en marketing, un point de contact, un touch point, effectivement, qui peut être très intéressant pour retisser des liens avec des pays du Nord sur le Sud. Et je crois que, vous savez, nous les pays du Nord, parfois, on manque d'humilité. Et on pense que le monde entier a besoin de nous. Bon, moi j'essaye de prêcher effectivement ma vérité, une certaine vérité, qui est de dire que peut-être que c'est surtout nous qui avons besoin de nouveaux alliés. Et encore une fois, entre parenthèses, même si les votes à la FIFA sont libres, un certain lobbying existe, on le sait, avec la France, le Qatar notamment, et qu'il y avait certainement besoin de mettre en évidence ce Maroc, où on aime la relation, et politiquement, je pense qu'il est temps de rebâtir des alliances politiques entre une Europe et peut-être une Afrique du Nord qui nous est chère et avec lesquelles on a envie de construire des choses. Et alors, la question était moins de est-ce que la candidature, la triple candidature était pertinente et faisait sens que qu'est-ce qui explique à votre sens qu'il n'y avait qu'un seul candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Patrice, peut-être juste pour finir avec vous, parce que vous n'avez pas répondu à la question. Oui, je pense qu'il y a des coûts. Il y a des coûts qui s'imposent et on est aussi c'est aussi le titre de ce forum, hein, on est dans un monde qui est un petit peu critique, un petit peu en crise aussi. Et donc on le voit bien pour les Jeux Olympiques, hein. Nous on fanfaronne en France, on a eu les Jeux Olympiques 2024. Bah oui, il n'y avait pas trop d'autres candidats pour les avoir, donc on les a récupérés. On le cite pas trop, hein, ça on termine la phrase un petit peu avant la fin. Mais oui, il y a des conditions économiques que c'est un certain investissement. Alors, je ne dis pas c'est une charge, je dis c'est un investissement, parce que organiser une Coupe du Monde, je crois que ça va coûter à peu près 5 à 6 milliards de dollars ou d'euros pour le Maroc, hein, organiser sa Coupe du Monde parcellaire, certes, mais derrière, il y a un retour sur investissement qui est fabuleux, n'empêche qu'il y a un coût. Et aujourd'hui, les populations, vous savez, sont très regardantes. Les populations sont en mal de pédagogie. Expliquer à une population qu'on va mettre 6, 10, 15 milliards sur un grand événement sportif international, faut parfois avoir une pédagogie élaborée pour l'expliquer à une population. Hein. Je ne dis pas que la population ne peut pas comprendre, mais ça demande une vraie démarche. Donc il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de pays qui se disent sans moi, parce que sinon, politiquement, ma population va effectivement peut-être être confrontante à mes choix. Et donc, il y a moins de pays qui se positionnent aussi. Et moi, je pense, alors l'exemple qui me vient en tête, c'était Innsbruck pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver. C'est un exemple où on a demandé à la population si elle était partante. Et quand on demande à la population, les résultats ne sont pas forcément ce à quoi on s'attend. Et alors, bon, après, c'est un exemple parmi d'autres, et je ne sais pas si on peut l'extrapoler. Mais dans ce cas-là, ils ont dit non. C'est un exemple qui est très révélateur de beaucoup d'autres exemples. Et la population ne voit pas, effectivement, on voit la dépense. Et la population a besoin d'argent. Elle voit que cette dépense ne sera peut-être pas mise à terme dans des services publics, dans des besoins.
Et c'est très difficile de lui expliquer, ok, je mets 5 milliards, je mets 10 milliards, par contre, le retour sur investissement derrière, il te propulse effectivement dans un pays majeur pour 20 ans. Au niveau du tourisme, au niveau de l'économie, tu deviens un pays refuge où les investisseurs du monde entier vont peut-être effectivement, parce que tu leur as fait une campagne de publicité, c'est ça une Coupe du Monde finalement, vont peut-être effectivement apprécier ton accueil, apprécier tes structures, apprécier ta façon de vivre et avoir envie d'investir chez toi. C'est très dur d'expliquer ça à une population, vous savez. C'est de la pédagogie. Alexandre, peut-être pour avoir votre sentiment plus comme économiste, et je sais que c'est une question difficile, mais un seul candidat pour cette organisation de la Coupe du Monde, c'était pareil pour les Jeux Olympiques de Paris, c'est pareil pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. À chaque fois, on est presque content que quelqu'un veuille le faire. Est-ce que ça dit quelque chose Patrice vient de le dire, des coûts, des risques, peut-être de la capacité à faire de la pédagogie et d'embarquer la population dans des projets comme ça. Dans les faits, il y a peu de gens qui ne sont pas contents après d'avoir été pays hôte de l'événement. Non, quand on regarde a posteriori, en France, on a du mal à trouver quelqu'un qui n'a pas été content d'avoir été pays hôte des JO. Et voilà, est-ce que ça dit quelque chose de l'attractivité de ces méga événements, ou est-ce qu'on est finalement ici dans il faut un leadership, il faut le faire, et dans les faits, en regardant en arrière, on est toujours content de l'avoir fait. Oui, comme vous dites, c'est une question qui est difficile en fait de savoir pour un chef d'État, pour des dirigeants politiques, s'il faut s'engager dans cette voie, surtout à un moment où, je dirais, l'équation budgétaire n'est pas forcément facile. Chose qui est aussi conjoncturelle, hein, qui s'inscrit justement dans le sillage de la pandémie, de la guerre en Ukraine, etc. Il y a aussi peut-être une fatigue vis-à-vis des grands événements. Et on l'a vu, le cas symptomatique qui a été évoqué, c'est le Qatar, la Coupe du Monde au Qatar, qui a coûté, selon les estimations, plus de 220 milliards de dollars, avec des retombées, là, pour le coup, qui sont totalement insignifiantes par rapport au coût que ça a engendré. On n'est pas du tout dans le même scénario, là, justement, pour cette Coupe du Monde partagée Maroc, Espagne, Portugal, puisque c'est d'ailleurs l'intelligence de cette candidature commune de mutualiser ses coûts et d'essayer d'optimiser on va dire, ces retombées économiques sur le jour d'après. Je crois que sur le jour d'après, il ne commence pas le jour d'après. En fait, il commence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut dès aujourd'hui avoir une stratégie à long terme pour valoriser non seulement les infrastructures sportives, mais également toutes les retombées en termes d'image, en termes de transformation, d'impact sociétal que ce genre d'événement peut engendrer. Et c'est, à mon sens, une des clés du succès. Évidemment, réutiliser au maximum des infrastructures existantes. Ça a été évoqué dans le cas du Maroc, il n'y a qu'un seul, je crois, grand stade qui est prévu, c'est le stade Hassan II à Casablanca. Pour le reste, c'est des stades qui existent, qui vont être rénovés ou qui vont être, on va dire, mis à niveau. Donc là aussi, il y a cette recherche d'optimisation au niveau financier qui est présente dans le contexte budgétaire, encore une fois, qui n'est pas facile. Et donc je pense que la conjugaison de tous ces paramètres dans le
de la période de transformation, etc., qui a suivi. Pour les Jeux Olympiques de Séoul, par exemple, en 1988, ça a été aussi la sortie de la dictature et la mise en place d'une nouvelle étape dans le développement du pays. Pour le Maroc, c'est asseoir son statut de puissance émergente qui a réussi à pacifier ses relations et à être reconnu en tant que tel au niveau international. Donc je pense que c'est un jalon important aussi dans ce contexte-là. Merci beaucoup pour cette perspective. J'aimerais, alors maintenant on a parlé un petit peu de passion ou politique industrielle. On a vu qu'il y a des deux quand il y a une vision claire. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu des retombées. Alexandre, vous l'avez dit, l'avenir, il se prépare déjà aujourd'hui, ou demain s'écrit déjà aujourd'hui. On a parlé rapidement du budget de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Alors, vous avez mentionné un chiffre, 220 milliards, c'est le chiffre, Abdou, c'est ça? Qui est circulé, ok. Donc c'est... ok. Moi, la question que je me pose, c'est combien ça coûte vraiment? Et donc on a mis ce chiffre sur la table pour le Qatar, mais qui était un exemple extrême. Et est-ce que, Abdou, on peut dire que, est-ce que c'est, de votre point de vue, est-ce que c'est de l'argent en plus ou est-ce que c'est de l'argent qu'on aurait dépensé de toute façon? Merci en tout cas pour la question. Avant de répondre à celle-là, je vais peut-être rapidement rebondir sur la question on ne se bouscule pas au portillon. En fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les cahiers de charges sont de plus en plus exigeants. Imaginons juste la Coupe du Monde 2030, si l'Espagne décidait de l'organiser toute seule, elle aurait dû construire des stades pour les demi-finales et un stade pour la finale, parce que le Bernabéu, le Nou Camp ne sont pas éligibles aux demi-finales, au final, avec les exigences actuelles de la FIFA. Et se posera la question, qu'est-ce qu'on va faire de ces stades après, puisque les grands clubs ont déjà leur stade. Il y a aussi toutes les exigences de mobilité durable, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place de la mobilité durable? Donc, à la limite, c'est plus pertinent pour un pays qui a encore des choses à construire que pour un pays qui a déjà construit. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, peut-être que s'il y avait... la FIFA n'était pas partie sur des bids plus globaux, comme aujourd'hui avec plusieurs pays, peut-être qu'il y aurait de la compétition sur le portillon. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, et bien sûr, il y a la géopolitique de rotation entre les continents qui aussi influe. Donc il faut atténuer le fait que les gens ne se bousculent pas. Il y a des enjeux extrêmement importants. Maintenant, est-ce que ça veut, parce que juste pour revenir là-dessus, est-ce que ça veut aussi dire que le cahier des charges de la FIFA, il est juste exagéré ou il est plus... disons qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, effectivement, on a l'impression que tout le monde, partout, soudain, se dit qu'on doit réfléchir à l'environnement, à la planète. Donc, ce n'est pas que la FIFA. Aujourd'hui, quand un pays africain va demander un budget pour un prêt à la Banque mondiale, on va aussi sortir la fenêtre climat, donc tout le monde est en train de se dire, bon, il y a un petit greenwashing par là pour que le projet passe. Donc, c'est pas que la FIFA. Aujourd'hui, effectivement, le monde est un peu se réveille et découvre un certain nombre de choses. On verra que dans quelques années, on aura peut-être autre chose qui va venir, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'exigences qui fait que les gens se disent c'est plus pertinent de le faire à trois. Maintenant, est-ce que c'est de l'argent jeté par la fenêtre ou c'est autre chose? Tout dépend du pays, en fait. Aujourd'hui, Moad le disait tout à l'heure, pour le Maroc, la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un accélérateur. Parce que tous les projets qui sont autour étaient prévus. Je veux dire, le RER de Rabat, le RER de Casa, c'est quelque chose qui était prévu. L'extension de la LGV à Marrakech, c'était prévu. Donc aujourd'hui, tous les investissements qu'on va faire, c'est juste qu'on va les anticiper, qu'on va les accélérer. Le développement de la flotte de la rame, c'était prévu. Donc aujourd'hui, quand on est dans une situation où, effectivement, on a un plan stratégique de développement et que ce plan stratégique de développement a déjà intégré ces éléments, finalement, ça devient un accélérateur et un avantage. Et c'est pareil pour les stades. Aujourd'hui, on a enclenché une vraie professionnalisation de notre football. Donc, les différents stades qui sont en train d'être construits auront du réceptacle, que ce soit en termes d'équipes qui vont être domiciliées là-bas, et aussi, et on n'en parle pas beaucoup, aujourd'hui on se rend compte que grâce à cette construction de stades, naturellement, personne ne s'est posé la question où est-ce qu'on va faire les qualificatifs
les barrages africains de la Coupe du Monde, parce que c'était naturel que ça allait se faire au Maroc, parce qu'on pouvait tout de suite accueillir les différents pays dans une même ville avec plusieurs stades à proximité sans qu'on ait à construire quoi que ce soit. Donc c'est clair que tout ce qu'on est en train de construire en termes d'infrastructure, avec le développement touristique aussi, les 340 hôtels qu'on a construits cette année, on n'a pas besoin de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde pour le faire. C'est parce qu'on a mis en place un plan stratégique qui va permettre de développer. Donc, tout est question de ce qu'on en fait. Par contre, c'est vrai que construire 10 stades au Qatar après la Coupe du Monde, c'est pas certain qu'on puisse les remplir. Construire des hôtels de ce niveau au Qatar, c'est pas certain qu'après la Coupe du Monde, on puisse les remplir. Donc, tout est une question de qu'est-ce qu'on veut de cette Coupe d'Afrique ou de cette Coupe du Monde. Et c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, notamment, c'est un peu malheureux quand on repart et qu'on voit les stades du Cameroun, ce que c'est devenu, parce qu'effectivement, la Coupe d'Afrique était une fin en soi. La construction de ces stades était destinée exclusivement à la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce schéma-là. Et ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'une Coupe du Monde qui coûte normalement 50 milliards, disons, pour être raisonnable, quand on est dans un pays qui a un plan de développement très clair avec des infrastructures à construire et que la Coupe du Monde vient l'accélérer, ces 50 milliards, dans tous les cas, on allait les développer. Peut-être qu'il y a 10 milliards de plus qui vont se rajouter parce qu'il faut une couche spécifique liée à la Coupe du Monde. Mais à la fin, on est dans l'accélération de notre plan stratégique. Effectivement, le plan stratégique de la RAM qui devait nous amener à 2037 est avancé à 2030. Effectivement, le TGV qui devait arriver à Marrakech en 2038 est accéléré à 2030. Ça catalyse et ce n'est pas de l'argent en plus. C'est ça que vous nous dites. Non seulement ce n'est pas de l'argent en plus, mais ne l'oublions pas, aujourd'hui, la CAN va générer un nombre extrêmement important de touristes supplémentaires On en qui parlera. vont venir découvrir le Maroc. Le Maroc sera exposé au reste du monde. Donc on est en train de parler de 18 millions à 19 millions cette année. Je suis quasi certain que la barre des 20 millions sera explosée les années à venir. Parce qu'on a déjà des retombées qui vont venir s'accélérer. Donc non, pas du tout. Ce n'est pas des budgets supplémentaires. C'est juste une anticipation, une accélération. Maintenant, le grand enjeu, c'est comment on aura la capacité, et ça concerne aussi le secteur privé, parce que pour nous, c'est un vrai sujet, comment on aura la capacité, sur des travaux qui devaient durer plus longtemps, à apporter de la capacité pour faire les travaux dans ce délai qui devient raccourci. Comment on pourra, effectivement, parce que la flotte de la RAM était sur un plan jusqu'à 2037, comment les avionneurs, Boeing et Airbus, vont pouvoir livrer les avions pour qu'on accélère et qu'on vienne plus tôt. Donc c'est ça les vrais enjeux. Mais cette question de est-ce que ce sont des éléphants blancs? Pas du tout. Aujourd'hui, les projets qu'on considérait comme éléphants blancs, moi, s'il n'y avait pas le TGV, je ne serais pas dans ce panel aujourd'hui, parce que j'étais ce matin dans un panel à Rabat et que je dois retourner tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on parle vraiment de projets qui s'inscrivent dans une stratégie de développement et qui vont venir accélérer. Et c'est ça qui doit être la norme dans un contexte, et particulièrement en Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'avoir des éléphants blancs. On n'a pas les moyens, aucun pays africain n'a les moyens de financer des éléphants blancs. Donc il faut que, désormais, justement, on soit dans cette legacy. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infrastructures qu'on est en train de construire? Et en tant que Confédération africaine de football, FIFA et CIO, on doit vraiment insister sur ces sujets. Qu'est-ce qu'on fait des infrastructures? Et il ne faudrait pas donner l'organisation à des pays pour lesquels ça va être un fardeau futur pour les générations futures, tout simplement. Alors merci. Djibril, je viens à vous dans une seconde. Je voulais poser une dernière question à Jordi qui va nous quitter, je crois, parce qu'il a un vol à prendre. Sur cette question d'argent en plus, est-ce que c'est de l'argent qui vient en plus réellement ou c'est de l'argent qu'on aurait dépensé de toute façon? On a bien parlé de l'exemple marocain qui s'en sert comme d'un catalyseur, d'un plan de développement qui était déjà qui était inscrit, qui avait été pensé et qui était en cours de déroulement. Est-ce que vous voyez ça de la même manière en Espagne?
Et est-ce que la Coupe du Monde vient renforcer aussi un plan, alors je ne sais pas lequel il peut être, mais de développement d'infrastructures. J'ajoute en parallèle que vous êtes le seul à avoir répondu à la première question, la question des photos. Ce que vous en attendez, c'est une augmentation de la qualité de vie. Et je trouvais ça intéressant parce que vous étiez le seul à apporter cet angle-là, qui est un angle qui avait aussi reçu beaucoup d'écho dans le public. Because I must to leave for another compromise around 6, so thank you for giving me the opportunity. These kind of events have a direct impact in the quality of life, but it's case to case. We have an example, successful examples and failing examples. And it's not necessary to move from, for instance, Barcelona. Thanks to the Olympic Games, Barcelona opened absolutely to the sea. Before was pending urbanistic reform in the front of the sea, and thanks to this, so it's a combination between, and it's an acceleration sometimes, and it's a strategical design of some urbanistics and political options. But some years later, the mayor at this time, the very good mayor of Barcelona, Pasqual Maragall, took the initiative to promote the Forum of the Cultures 10 years later. And this forum was absolutely unsuccessful, without any kind of second edition. So it's case to case. But in this matter, in the sports, it's absolutely about capacities, well performance, good management, good ideas, good economical management. It's not necessary to be in the capital, it's not necessary to be under the patronage of the government even. Barcelona is not the capital, but Barcelona is quite successful in football, but then we are under control. Barcelona Football Club promised to return to Nou Camp in December 2025. We only returned last weekend. And this is a lot of criticism about bad management and the consequences of this, and the company from Turkey, and this and that. So it's a good opportunity. And I think that and now for the next Cup on 2030, yes, Spain needs a new push, a new foster. And this could be. And not only for the big capitals, because this is another point. Spain took the decision to promote capital of province, Cordoba, for instance. Cordoba is not in the map of the football, will be. But when I am in Tanger, I feel much more at home than when I am in one Scandinavian country. But I am in European Union, I talk a lot, and I spend a lot of energy about the 27 member states, the treaties, the common law, blah, blah, blah. But we need to integrate in another ways. And when I am in Tanger, I feel at home. And through the sports, we can to increase this regional integration. And how is sports going to change that, the regional integration? That's my perspective. Is it just because, I mean, football supporters are going to move from one side of the river to the other, or of the ocean to sea to the other? For the mobility, for the investment, for the tourism, Barcelona have a good and positive impact about tourism after the Olympic Games, and in 1982, I was very, very child in the Cup, in the Mundial. But as well, because all the young people love this, and all the young people know the list of the players of this and that, and the best soccers in Morocco. So yes, this is soft power. It's absolutely soft power. Mm-hmm. Thank you, Harry. Thank you very much. I'm sorry. I will leave. See you around.
Djibril, pour continuer, to continue with you, I mean, what in your view, and I'm asking here the professor and the economist, but what are the three most concrete impact for a country from organizing such a big event? If you had to name them, is it transport? Is it, I mean, we're speaking of hotels, but for whom are hotels for? Is it housing? Is it energy? Is it jobs? Is it modernization? Because you've named those three. Thank you. Because you've named those three, it's not those. It has to be other things. John Maynard Keynes, who effectively brought this thinking. Because mega sporting events fall under the theme of grand projet. Now, traditionally, we understood that in terms of, say, building a new railway line or investing in new vehicles. But sports, football, offers more than that. Because actually people are more economically, more emotionally connected to sports than to a brand of a vehicle. Yet everything you get in building new factories for vehicles, you get in football and sports, and some more. The challenge comes in how well is it managed, because it can be mismanaged and it falls. But if you take of the things you mentioned, the physical infrastructure of the sporting venues, of the communication in terms of transport. But we forget now, a biggest chunk of the earning in sports is not those, it's the media part and the licensing and the sponsorship and the credits. So those who get it wrong in that the balance of the cost-benefit analysis fails. The benefits are not enough to justify the costs. So there would be general benefits that you now have the stadium and other things, but you're struggling financially. Now, it is risky and difficult because you build a stadium, it's a cost center. It's very expensive to maintain. So, and you do not have a big football match every day. So how are you going to make sure all of the things you mentioned are done with the link to hospitality, to entertainment, to tourism? But I have the feeling that in the next 10 years, we would see that extended further. And the way industries tend to extend, broadly speaking, is what's called vertical integration and horizontal integration. We're seeing the vertical integration in football. You have your stadium on a game day, a match, you make lots of money. The vertical integration going backwards is you now have the academy, the preparation, and the forward one is the media, the licensing. The question now is how do you do it horizontally? How do you sweat the asset? I can imagine in the future situations where stadia are letting bit of their spaces to companies who may have, for example, if you go to the expensive shopping streets in the world, be it Rodeo Drive or New Bond Street, people pay huge amounts of money for rent of one shop. They never make that much money from that shop, but they need to be present in the shop. I can imagine a situation where Barcelona Football Club may rent a window or a small place to a company that want to ally itself. So that would be the sort of thinking that I think in the future would be done. But all of the ones on infrastructure, tourism, trade, all of that is the known quantity. And I think Morocco is established and experienced enough that it knows how to sweat the asset and it will do well. That's one my observation. Thank you.
Moi, j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice, mais est-ce que la fête va profiter à tout le monde? Et comment est-ce qu'on fait pour qu'un événement comme ça, il profite pas aux classes urbaines moyennes et supérieures et aux touristes qui viennent pour voir les matchs? Merci déjà pour la question. C'est ce qui nous motive chaque jour de pouvoir travailler. C'est ce portage et cette mobilisation. On comprend très bien qu'on puisse entendre ici et là que ces événements, pas qu'ici qu'au Maroc, ne profitent en fait qu'aux villes hautes. Et à partir de ça, nous avons déjà au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations mis en place un certain nombre de mécanismes de telle manière à pouvoir, je ne dirais pas faire profiter tout le territoire marocain, mais d'essayer d'en faire profiter un maximum. Nous avons déjà initié un certain nombre de stratégies, je dirais à moyen et à long terme, mais aussi accompagner tout ça de stratégies à très court terme. Nous, en ce moment même, là où je vous parle, il y a des caravanes de mobilisation, de portage, qui se déplacent au sud, une caravane au sud, une caravane au nord, de telle manière à pouvoir expliquer, à pouvoir partager, à pouvoir comprendre quelles sont les attentes dans les régions les plus reculées du Maroc. Nous sommes allés dans des coins où peut-être aucune caravane n'a pu accéder pendant de longues années. Et nous discutons avec les gens, nous apportons des réponses, mais aussi, ce qui est très important, nous récoltons des feedbacks. Parce que notre approche, elle n'est pas dans une approche de court terme. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la Fondation Maroc 2030, qui a été récemment créée par une loi, et dont l'une des missions est cette mobilisation. Et donc, comment faire en sorte que, je dirais, tout ce qui sera fait puisse profiter un maximum. Et c'est dans cette réflexion qu'il a fallu dès le début avoir déjà un diagnostic précis. Quelles sont les attentes? Comment on peut faire? Parce qu'on peut aller sur des opérations de communication qui peuvent laisser penser que le portage est global, qu'il ne peut pas rester. Donc, on est aujourd'hui dans des actions de proximité pour récolter un peu les attentes, mais aussi réfléchir à des solutions collectives et comment faire en sorte. Par contre, il y a certaines infrastructures qui seront situées dans je dirais, à proximité des villes hautes, mais qui auront des répercussions positives sur des contrées plus lointaines. Je pense au tourisme aujourd'hui écologique et au tourisme durable. Le fait d'avoir un nouveau terminal à Casablanca ferait en sorte que nous ne resterons plus sur des destinations connues qui sont en train de saturer, comme Marrakech, comme Agadir, mais aller vers de l'écotourisme, aller vers des destinations encore aujourd'hui méconnues. Et c'est ce qui nous motive chaque jour. Je voudrais aussi revenir sur un fait qui est très important. Vous avez parlé tout à l'heure pourquoi on ne se bouscule plus au niveau des candidatures. C'est déjà en candidature tripartite, on est en seule candidature, on est en organisation maintenant avec l'Espagne et le Portugal. La legacy n'est pas la même. On va retrouver une vision qui diffère d'un pays à l'autre, mais on est aussi en train de voir ce qui peut nous unir. Ce qui peut nous unir aujourd'hui, parce que cette candidature est exceptionnelle dans le fait qu'elle, pour la première fois, elle réunit 2 continents, 3 pays, et qu'on a cette responsabilité aujourd'hui de mener à bien ce projet de pont civilisationnel, au moins de commencer à parler entre les civilisations, de commencer à nous connaître de telle manière à ce qu'on ne puisse pas toujours on peut recevoir au niveau des médias, ce qui nous désunit par contre, des facteurs comme l'immigration clandestine et j'en passe. Donc ce portage, cette mobilisation, elle n'est pas uniquement au niveau du territoire marocain, elle se partage, on a cette responsabilité de faire de cette mobilisation entre 2 continents, entre le continent africain et le continent européen. Donc c'est quelque chose
qui est essentiel. Les infrastructures aujourd'hui, pour le cas du Maroc, sont des infrastructures qui ont été initiées, qui ont été mises en place il y a bien des années, mais qui profiteront et qui feront en sorte que des populations puissent en profiter. Et on fera en sorte que des populations qui n'étaient pas indiquées ou qui ne puissent pas être visibles a priori comme étant bénéficiaires des événements puissent en profiter. Je citerai juste l'exemple aujourd'hui des volontaires. Nous aurions pu nous satisfaire, comme ce fut le cas dans les autres Coupes d'Afrique des Nations, de 2000 volontaires. On est parti sur 15 000 volontaires. Et ces 15 000 volontaires, on ne les a pas pris au niveau que des villes hautes. La majorité, on les a pris dans les régions reculées, on les a pris dans les autres villes, de telle manière à pouvoir mener à bien cette vision à 2030 et de faire monter cette expertise en ressources humaines et en expertise, je veux dire, opérationnelle d'ici à 2030 et ne pas rester cloîtré au niveau de ces villes hautes. Et pour répondre et pour avoir des réponses concrètes à ce qui se répond facilement, un Maroc utile et un Maroc inutile. Je ne sais pas si j'ai répondu à Non, votre question. ça répond en partie à la question. Moi, merci pour ça. Il y a encore un dernier, et je vois que l'heure a tourné, entre guillemets. Moi, il y a un sujet qui m'anime encore pour conclure. Abdou, je crois que vous avez dit en plaisantant, il y a beaucoup de greenwashing. Et puis dans la même phrase, on avait parlé de la Coupe du Monde au Qatar à 220 milliards. Moi, je me pose toujours la question de à quoi pourrait ressembler une coupe du Monde, ça peut être des Jeux Olympiques, à quoi pourrait ressembler un événement international comme ça, plus sobre? Est-ce qu'on a besoin de stades à 80 000 places? On parlait un peu des demandes de la FIFA qui sont parfois peut-être absurdes, mais qu'on accepte parce qu'on veut accéder au... Est-ce qu'il y a moyen de repenser un petit peu peut-être la forme que prennent ces événements sans en perdre l'aspect festif, l'aspect rassembleur, le fait que les équipes viennent, mais sans tomber dans ce gigantisme? Et j'aurais bien aimé avoir Patrice, votre avis, et Abdou pour rebondir, puisque c'était votre point. Oui, excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée. Comme on dit, effectivement, aujourd'hui, la technologie, les moyens de communication nous permettent d'être en immersion, dans une immersion expérientielle, finalement, au milieu d'un site sportif. Je pense au métavers, tout simplement, en étant à quelques milliers de kilomètres, et vivre vraiment par avatar interposé, interconnecté, comme l'expérience, comme si nous étions sur le site. Donc, pour ma part, je pense qu'un grand stade d'ici 30 ans, ça sera peut-être un hub de business avec 15-20 000 personnes dedans, peut-être des privilégiés, mais qui seront là effectivement pour bien autre chose que le sport aussi, pour créer des accords, des contractualisations, etc. Et que le grand public, c'est-à-dire les à peu près 3 millions de personnes que réunit une Coupe du Monde de football, eh bien la grande majorité pourra être, par exemple, en ligne. Oui. En tout cas, la technologie aujourd'hui est en train de nous le permettre. Abdou, des jeux sobres? Je n'irai pas en Coupe du Monde en ligne, parce que sinon, ce n'est plus une Coupe du Monde. Non, je taquine. En fait, oui, des jeux sobres, oui. Pourquoi greenwashing? Je taquine, parce que j'avais partagé à l'époque, à la Coupe du Monde du Qatar, une image où j'étais dans le stade avec un plaid, parce qu'il faisait tellement froid, les stades étaient climatisés, alors qu'on parlait de Coupe du Monde green, etc. Donc c'est dans ce sens, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Oui, on peut faire quelque chose de sobre. Encore une fois, la sobriété est dans le fait qu'on ne dépense pas de l'argent faramineux sur des choses qu'on ne va pas utiliser demain. C'est ça la sobriété. Je veux dire, si j'ai la capacité d'avoir un stade où j'aurai un derby à 100 000 personnes, parce que je sais que le stade de Casablanca, le derby de Casa, je vais le remplir, je fais un stade de 100 000 personnes. Ça m'arrange. Si je sais que sur les villes de Rabat, j'ai des équipes, mais j'ai besoin de stades de 20 000 places, je fais ce qu'on a fait, le stade Moulay Hassan, le stade Ex-Bari de Madina, où je sais que j'ai une capacité qui est petite et qui va me permettre de gérer des équipes demain, et je vais le rentabiliser. C'est ça la sobriété, c'est de faire en sorte que je ne dépense pas de manière extraordinaire sur des choses
qui ne vont pas me servir demain. Si je dépense de l'argent important, mais que ça va changer sur le plan économique ce que je suis en train de faire, c'est très bien. Aujourd'hui, on n'a pas fait attention. Mais vous savez, lorsque moi j'ai découvert le premier jour le chiffre de 340 hôtels construits en une année au Maroc, c'est frappant. Mais ces 340 hôtels, ce n'est pas des 5 étoiles. Hein. C'est des hôtels, 3 étoiles, 2 étoiles, 4 étoiles, qu'on va utiliser pendant de nombreuses années pour du tourisme, indépendamment de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique. Ça, c'est de la sobriété. Quand je construis un palace à 1000 chambres, avec un luxe, je sais que demain, je n'aurai pas de touristes qui vont l'occuper, bon, on n'est plus dans la sobriété. Donc, je peux faire de la sobriété. Il faut que ce que je suis en train de construire, l'argent que je suis en train de dépenser, s'inscrit dans une dynamique durable et dans une dynamique qui va me servir demain. Et ça, je pense qu'il faut qu'on insiste. Et c'est de la responsabilité aussi de toutes ces organisations internationales qui ont la responsabilité du football, des Jeux Olympiques, d'être certains qu'ils assurent cela. Parce qu'on en parle beaucoup, dans les cahiers des charges on en parle beaucoup, mais on se rend compte que sur le terrain, il y a des choses qui se font et c'est de l'argent public de certains pays qui sont dépensés et qui ne servent pas le futur. Donc c'est important qu'on puisse vraiment assurer, lorsqu'on confie l'organisation à un pays, d'être sûr qu'on lui demande des choses qui vont lui servir demain et non pas des projets éléphants blancs qui vont demain disparaître. Tout à l'heure, je parlais de Coupe d'Afrique, c'était le Gabon. Hein. C'était le Gabon où les stades, quelques années après, quand on va à Oyem, dans le stade de Oyem, c'est malheureux. C'était un super beau stade. Aujourd'hui, il faut voir ce que c'est devenu. Merci beaucoup. Ça sera malheureusement le mot de la fin. En tout cas, la CAN et puis la Coupe du Monde, on a hâte d'y être. Merci à vous d'avoir participé à cette discussion aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bonne continuation au MEDES.